Avec des sols dégradés, avec des événements climatiques extrêmes, avec la baisse des pollinisateurs, on va avoir finalement des rendements qui n'arrivent pas à se maintenir. On a tout misé sur des procédés industriels, et puis aujourd'hui on se rend compte que ça plafonne et que ce qu'on fait de mal à l'environnement est en train de nous rattraper. On met tellement d'engrais de synthèse, tellement de pesticides dans les sols que ces sols sont plus capables de retenir l'eau et la matière organique. Il y a 25% des sols européens qui sont dégradés. La mangrove en milieu côtier, ça préserve le trait de côte. Une mangrove, ça empêche l'érosion côtière. Il est évident qu'on ne veut pas protéger 300 millions de personnes avec des digues construites à la main à la place des récifs. Bienvenue dans le Greenletter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effondrement de la vie sur Terre, régulation des maladies, des inondations comme des sécheresses. La nature nous rend de précieux services sans que l'on s'en rende toujours compte. D'où cette question, comment l'effondrement du vivant nous menace-t-il au quotidien ? Pour y répondre, nous recevons Philippe Grandcola, entomologiste, directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint scientifique de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS, qui comprend une centaine de laboratoires, fondateur de l'Institut de systématique, évolution, biodiversité au Muséum d'histoire naturelle et auteur, entre autres, de la biodiversité Fake or Not. Bonjour Philippe. Bonjour. Dans l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, on voit que les services écosystémiques, c'est vraiment très important. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est une vision peut-être un petit peu anthropocentrique dans la formulation. Ça veut tout simplement dire que tous les humains vivent au milieu des écosystèmes, même quand ils sont dans des mégapoles des pays industrialisés. Et finalement, ils sont en relation avec les autres êtres vivants au sein des écosystèmes. Et finalement, la manière dont ces écosystèmes fonctionnent nous fournissent des tas de choses qui nous sont indispensables. Ça peut être la nourriture, ça peut être l'habillement, ça peut être l'eau potable, ça peut être une atmosphère dans laquelle il n'y a pas trop de gaz à effet de serre, etc. Et tout ceci, c'est fourni en grande partie pour le vivant. Et donc, finalement, pour arriver à faire comprendre ça à des gestionnaires d'espace, à des décideurs, à des économistes, il y a des écologues qui ont créé la notion de service écosystémique en essayant de quantifier finalement ce que les écosystèmes nous apportaient. Alors, c'est un peu anthropocentrique encore une fois, parce que la nature n'est pas à notre service. La nature, la biodiversité, elle est comme elle est, et on vit au milieu et on devrait s'en arranger. Alors, un premier service qui est assez évident, c'est le service d'approvisionnement. On a besoin de se nourrir. Et on se nourrit pas seulement avec du blé, de la betterave à sucre et du maïs. On se nourrit avec des fruits, des légumes, voire un peu de viande. Et ça suppose qu'on a des milieux de culture dans lesquels le sol est fertile. Quand il s'agit de fruits et de légumes, on a presque toujours besoin de pollinisateurs, c'est-à-dire des insectes qui vont transporter le pollen d'une fleur à une autre. Donc là aussi, ça c'est un service de régulation, là pour le coup. Le pollinisateur, il régule finalement la productivité de notre culture. Et puis il y a d'autres services qui sont moins faciles à comprendre parce qu'on les voit moins qu'une abeille sur une fleur. C'est par exemple les services d'épuration des eaux. Une eau qui sort d'un égout, elle est porteuse de micro-organismes, de substances organiques, éventuellement même de polluants bien sûr. Et cette eau, si elle passe à travers des sols dans lesquels il y a des micro-organismes, petit à petit, elle va être débarrassée d'une série d'éléments qui sont pas désirables, des micro-organismes, des polluants organiques très importants, et cette eau, elle va devenir potable. Et donc finalement, quand on a une nappe phréatique, si on n'a pas des activités trop polluantes, c'est un endroit dans le sol profond dans lequel on peut récupérer de l'eau qui a déjà été épurée par la biodiversité du sol au-dessus de cette nappe. Voilà, donc la biodiversité nous fournit plein de services, et il y en a un qui concerne aussi la régulation climatique. Alors au niveau local, le microclimat bien sûr, quand on a un grand arbre qui évapore 300 litres d'eau par jour, ça produit un effet thermodynamique identique à celui qu'on utilise dans un réfrigérateur. L'évaporation, ça consomme de l'énergie, ça rafraîchit. Donc quand on est sous un arbre, on n'est pas seulement sous un parasol, on est sous un réfrigérateur. Mais l'arbre, il a aussi une activité de photosynthèse, il capte du gaz carbonique pour faire de la matière organique avec l'énergie solaire. En captant du gaz carbonique, il prélève finalement des gaz à effet de serre, un gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc cette végétation, cet arbre, il va aussi contribuer finalement à la régulation climatique de plusieurs manières. Voilà comment la biodiversité peut nous rendre service. Alors on peut quantifier ça de manière très précise, et voilà par exemple reconnaître
combien finalement le service de pollinisation contribue à la productivité agricole, par exemple sur le territoire métropolitain français. On peut même estimer ça au plan budgétaire, puisque cette productivité, elle a un prix de vente. Et puis à contrario, quand il y a des espèces ou des dysfonctionnements qui se produisent, on voit finalement la perte de services que l'on a. On va revenir sur chacun des services, des grandes catégories de services que nous rend la nature ou le vivant. Juste, il y a un sujet qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a une perception. Déjà, on ignore assez fortement la nature pour donner. On pense aujourd'hui qu'il y a une dizaine de millions d'espèces sur Terre. On n'en connaît que 2. Donc, on a une grande ignorance de la diversité des espèces, mais surtout, on a une ignorance profonde des interactions entre elles. C'est ça qui est très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel point le vivant interagit, les différentes composantes du vivant interagissent entre elles? Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas une espèce qui est isolée. On le voit bien quand on comprend que des plantes ont besoin d'insectes pour être pollinisées, mais ça vaut aussi pour les humains qui ont, grosso modo, un adulte humain à peu près 2 kilos de bactéries dans son tube digestif. Et on le sait très bien, si on prend des antibiotiques pendant trop longtemps, on perd ces bactéries, toutes ces bactéries, pas seulement celles qui nous posent problème, toutes les autres également, et on devient malade parce que ces bactéries nous sont indispensables. De la même manière, tous les arbres ont besoin de champignons mycorhiziens qui forment des manchons autour des racines et qui permettent les échanges entre le sol et l'arbre. L'arbre donne des sucres aux champignons et le champignon donne des sels minéraux à l'arbre. Voilà, donc les interactions, elles sont légion et elles sont vraiment très nombreuses parce qu'il faut bien comprendre que même dans des écosystèmes simples comme les écosystèmes de France métropolitaine, qui sont pas des écosystèmes comportant énormément d'espèces, on a quand même 40 000 espèces d'insectes, 6 000 espèces de plantes, 1500 espèces de vertébrés. Et je parle même pas des bactéries ou des micro-organismes qu'on peut trouver à l'intérieur du sol. Il faut se rendre compte que dans une cuillère à café de sol, on a plus d'1 milliard de bactéries. Donc on est vraiment dans un endroit où il y a énormément d'organismes, y compris beaucoup d'organismes qu'on ne voit pas, qu'on ne remarque pas, qui sont très discrets. Et évidemment, les interactions entre ces organismes, elles sont encore plus importantes en nombre que le nombre de ces organismes, parce que un organisme n'interagit pas qu'avec une seule espèce. Une plante à fleurs, elle a besoin de pollinisateurs la plupart du temps, elle a besoin de bactéries, de champignons, etc. pour pousser dans un sol fertile, elle a besoin d'antagonistes, d'espèces qui vont prédater les agresseurs qui consommeraient ses feuilles ou ses fleurs ou une partie de la plante, ainsi de suite. Donc finalement, quand on dit qu'on doit manger 5 fruits et légumes par jour pour avoir un régime un peu équilibré, derrière ces 5 fruits et légumes, en réalité, on a plusieurs milliers d'organismes différents qui interagissent entre eux. Alors on peut espérer, quelquefois naïvement, fabriquer des écosystèmes artificiels. On peut se dire on va cultiver des tomates sous serre dans une solution nutritive de manière hydroponique. On va élever des poulets de batterie avec de la farine qui vient d'agriculture industrielle. À chaque fois, on se rend compte que dans ces écosystèmes hyper simplifiés, dans lesquels on essaye de faire entrer qu'une ou deux espèces, il y a des invités qui arrivent, des virus, le virus de la grippe aviaire, des pucerons qui attaquent les tomates même quand on est à l'intérieur d'une serre, etc. Cette tomate à l'intérieur de la serre, si on veut la faire produire plus, on a intérêt à ce qu'elle soit pollinisée, donc on va amener des ruchettes de bourdons qui sont produits en élevage pour que ces tomates soient pollinisées. Donc finalement, même quand on essaye de simplifier des écosystèmes, on se rend compte qu'ils se complexifient. Et ces interactions, elles sont innombrables. Moi, j'ai un exemple que j'ai toujours envie de donner. C'est une étude récente qui montre aux États-Unis qu'il y a un champignon pathogène qui a été introduit par accident et qui rend malade des chauves-souris, malades au point de les tuer littéralement. Donc sur beaucoup d'États de la côte Est, les populations de chauves-souris sont décimées. Et de fait, une chauve-souris, ça mange presque parfois 1 millier d'insectes chaque nuit. Donc beaucoup moins de chauves-souris, beaucoup plus d'insectes. Et dans tous ces comtés américains, les agriculteurs ont été obligés, pour garder leur récolte, suite au décès des chauves-souris, de traiter encore plus avec des pesticides. Et on s'est aperçu que il y a un manque à gagner énorme avec ces traitements de pesticides supplémentaires, mais en plus, malheureusement, comme on traite beaucoup avec des produits très toxiques, on provoque des effets négatifs sur la santé humaine et on a causé ainsi le décès d'à peu près 1400 enfants qui sont très sensibles à un certain nombre de molécules pesticides. Donc on se rend compte que effectivement, dans un écosystème, par exemple, tempéré nord-américain, on va avoir des chauves-souris, des insectes, des plantes cultivées, des humains.
et qu'il y a des interactions complexes entre tous ces organismes et on peut pas ignorer ces interactions parce qu'on peut pas les remplacer. On s'est croisé à une conférence récemment et tu m'as gentiment donné ton dernier livre dans lequel j'étais stupéfait de voir que tu dis que pour qu'une tomate pousse, elle aurait 3000 interactions avec d'autres espèces vivantes. Ça me paraît complètement fou. Oui, tout à fait. En fait, il y a toute une série d'interactions qu'on voit pas déjà parce que ce sont avec des organismes microscopiques. On voit pas les microbes, bien sûr, par définition. On en a découvert l'existence finalement relativement tardivement dans l'histoire humaine. On parlait de miasme avant parce qu'on savait pas ce que c'était qu'un microbe. On voyait qu'il y avait des maladies qui apparaissaient comme ça bizarrement puis qui semblaient se répandre. On savait pas quel était l'agent pathogène, mais il y a plein de microbes qui sont absolument indispensables et qui sont pas du tout pathogènes. Et effectivement, dans un sol, je le disais à l'instant, 1 milliard de bactéries par cuillère à café de sol. Et on pourrait faire des constats équivalents pour des petits insectes aptères qu'on appelle les colamboles, pour des champignons, pour des acariens, pour plein d'organismes, pour les vers de terre, bien entendu. Vers de terre à l'hectare, ça représente plusieurs tonnes de masse vivante. Et tous ces organismes, évidemment, ils sont indispensables à la fertilité du sol. Donc déjà, pour avoir une tomate qui pousse dans un sol à peu près fertile, qui n'est pas les pieds, si je puis dire, dans une solution hydroponique, qui a un coût carbone exorbitant, il faut avoir tous ces organismes-là. Donc c'est une très grande quantité, non seulement d'individus, mais une très grande quantité d'espèces différentes. Et puis après, il y a tous les insectes qui pourraient agresser la tomate, les pucerons par exemple, et qui vont être consommés par des chrysopes, par des coccinelles, par d'autres coléoptères, etc. Il y a les bourdons, les pollinisateurs. La tomate, c'est une solanacée originaire d'Amérique du Sud. Chez nous, les abeilles domestiques sont pas tellement des bons pollinisateurs de la tomate. Les fleurs de tomate, elles ont besoin d'un pollinisateur un peu costaud, un peu musclé, qui soit capable de bousculer la fleur. Et le bourdon, par exemple, est très efficace de ce point de vue-là. Les bourdons, en France, ça représente des dizaines d'espèces différentes. Donc voilà, si on additionne tous ces organismes-là, on se rend compte finalement que la tomate ne va pas pousser toute seule. Et encore une fois, quand on essaye de la faire pousser dans une serre, en isolement de tout cet ensemble, très souvent cet ensemble, il arrive malgré tout à rentrer dans la serre, et on est obligé d'ailleurs d'introduire des acteurs comme par exemple des bourdons, ce qui pose parfois problème parce que les ruchettes de bourdons qu'on met dans la serre, ce sont des ruchettes de bourdons européens. Alors en Europe, pas trop de soucis. En Amérique du Sud, tempéré, dans l'hémisphère sud, quand on cultive des tomates sous serre, on amène des bourdons d'Europe parce que c'est déjà produit, c'est déjà disponible, et puis là, généralement, ils s'échappent des serres et ils rentrent en concurrence avec les bourdons locaux. Donc on le voit, finalement, l'ingénierie du vivant, elle est relativement limitée. Quelquefois, il vaut mieux faire avec l'écosystème et peut-être ne manger des tomates qu'au moment de la saison, et se priver de tomates en hiver plutôt que de chauffer des serres et d'élever des bourdons pour réussir à avoir des tomates insipides au mois de février. Du coup, alors le premier service écosystémique, celui auquel on pense en premier, c'est celui de manger. Est-ce que en fait, des écosystèmes en bonne santé, ça permet de bien nous nourrir? Ou tu as un peu répondu tout à l'heure, mais je vais poser la question. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que finalement, c'est pas plus simple, plus efficace de faire de la monoculture hyper productive que de se faire suer entre guillemets, avoir beaucoup d'espèces et un écosystème très diversifié? Alors déjà, au plan alimentaire, on a besoin d'une diversité alimentaire. Les humains sont des omnivores. Et donc ils ont besoin d'avoir un certain nombre d'espèces végétales différentes, et puis voilà d'autres sources aussi d'aliments, un peu de viande, des champignons également, et puis tout ce qui est contenu aussi par ces organismes qui sont eux-mêmes porteurs de micro-organismes. Donc on a besoin déjà d'une certaine diversité alimentaire. Alors on pourrait se dire effectivement qu'on va enrichir artificiellement une nourriture standard avec des oligo-éléments, des vitamines, enfin tout ce que un diététicien ou une diététicienne pourrait nous indiquer. Ça ne marchera pas très bien parce que quelque part notre organisme, il est fait pour digérer tout ça de manière naturelle et pas pour se retrouver avec des suppléments alimentaires. Alors au plan de la production de cette diversité quand même végétale et animale, on a besoin effectivement d'avoir des sols et puis d'avoir des surfaces de culture. Et en fait, si on cherche à simplifier des écosystèmes de culture, des grands champs de blé par exemple,
des grands champs de maïs, des élevages industriels dans lesquels on a 1 millier de vaches ou une dizaine de milliers de poulets dans le même endroit, on va s'apercevoir que cet écosystème simplifié, il ne fonctionne pas. Il fonctionne pas bien. Dans des écosystèmes dans lesquels les humains sont pas trop présents, en fait, on se rend compte que ça fonctionne et c'est résilient, hein, ça résiste un peu à des perturbations. Une année plus chaude, un hiver plus froid, un printemps plus pluvieux, etc. Parce que il y a pas mal d'espèces et qu'elles se complètent. Hein. Le jour où une espèce se porte un peu moins bien, il y a une autre espèce qui a des fonctions un peu redondantes avec la première qui va suppléer au déficit de la première, ainsi de suite. Quand il y a des espèces qui peuvent à un moment donné poser problème, un pathogène, un prédateur, un parasite qui va diminuer la population d'un organisme donné, par exemple des humains, mais ça peut être aussi des mammifères sauvages, ben, il peut y avoir des parasites ou des pathogènes de ces parasites et de ces pathogènes qui vont finalement être des antagonistes d'antagonistes et qui vont permettre de réguler les fluctuations. Alors les fluctuations ne sont pas forcément lissées parfaitement, hein, mais d'une manière générale, dans des écosystèmes complexes, on voit qu'il y a plus de stabilité. Et ça vaut aussi évidemment pour des écosystèmes cultivés. Un écosystème cultivé, s'il est industriel, il est beaucoup trop simple. Hein, il y a une espèce végétale. On supprime par exemple dans un champ de blé des adventices, même si finalement le blé... Les mauvaises herbes, les mauvaises herbes, pardon. Le blé surcime rapidement les mauvaises herbes parce que généralement il pousse vite et il pousse de manière dense, mais on est tenté malgré tout de mettre des herbicides pour au début pour s'assurer d'avoir une surface à peu près vierge sur laquelle le blé va bien pousser, ainsi de suite. Et finalement, on se rend compte que ce faisant, on attire des insectes qui sont consommateurs de blé évidemment. Donc on va devoir rajouter des insecticides. Alors fort heureusement, le blé par ailleurs n'est pas pollinisé par des pollinisateurs, donc on va se dire qu'on peut rajouter des insecticides pour tuer les consommateurs de blé, puisque de toute façon on n'a pas peur de tuer les pollinisateurs, sauf que il est bien rare que l'insecticide ne déborde pas sur les parcelles adjacentes, et donc on va tuer finalement les pollinisateurs de cultures qui en ont besoin dans les parcelles adjacentes. Donc voilà, on se retrouve avec finalement des systèmes dans lesquels on essaye de simplifier à outrance, et on s'aperçoit que plus un système est simple, plus il est étendu, plus il va attirer un certain nombre de prédateurs, un certain nombre de pathogènes, plus il va comporter de dysfonctionnements, et plus on aura de mal à lisser ces dysfonctionnements. Donc on va devoir rajouter des intrants, des engrais, des pesticides. On va devoir rajouter de l'eau aussi, parce que quand on a mis des pesticides, on a tué une partie de la faune du sol, on a supprimé les vers de terre, les insectes, etc., les champignons qui retenaient l'eau en lien avec l'argile au sein du sol et permettaient à l'eau et aux nutriments d'être présents auprès des racines du sol. Donc on va s'apercevoir qu'on est obligé d'intervenir sans arrêt, et dans cet immense écosystème beaucoup trop simple, on est obligé sans arrêt de rajouter des choses. Hein. C'est un peu comme si on avait un pot de fleurs sur son balcon et puis que, le pot de fleurs il est tout petit, puis on met dedans une grosse plante. On va devoir rajouter en permanence de l'eau parce que ça s'évapore très vite, des nutriments parce que la terre est complètement appauvrie. On va devoir supprimer les pucerons qui sont arrivés en volant et qui ont commencé à dévaster la plante dans le pot, etc. C'est la même chose avec un grand champ. Donc on aurait intérêt en fait à avoir plutôt des petites entreprises agricoles qui font de la polyculture, qui produisent un peu de manière variée, qui ont ce qu'on appelle des assolements, c'est-à-dire que sur une même parcelle, on va essayer soit en même temps, soit de manière en alternance de combiner des cultures différentes, parce qu'il y en a certaines qui vont enrichir le sol, et puis il y en a d'autres qui vont arriver après, qui vont profiter de cet enrichissement. Si on a un petit peu d'élevage à côté, les fesses, les bousses de vache, le lisier des cochons en quantité modérée, ça va permettre d'enrichir le sol de manière beaucoup moins perturbatrice qu'avec des engrais azotés de synthèse, qui par ailleurs posent de graves problèmes d'émissions de gaz à effet de serre à 2 égards. Voilà, donc avec ce type de petite exploitation, et en allant vers des modes de production qui sont si possible agroécologiques, voire bio, on arrive finalement à avoir une excellente productivité, à condition de ne pas vouloir produire énormément de viande et de rester sur des productions saisonnières. Alors je vais me faire justement l'avocat du diable. Est-ce que c'est possible, avec le système que tu mets en évidence, un système de polyculture élevage en agroécologie, d'avoir 70 quintaux de blé à l'hectare? Est-ce que sur la notion des rendements, à quel point la biodiversité
peut être productive, ou au contraire, est-ce que c'est pas possible d'avoir 70 quintaux l'hectare de blé? Alors, d'abord, pourquoi faire 70 quintaux, mais pourquoi faire? Si aux 3/4 c'est pour nourrir des élevages animaux pour que le Français consomme en moyenne 85 kilos de viande par an, c'est absurde. On se mine la santé, là, et c'est de la mauvaise viande, produite avec des mauvaises céréales industrielles, avec des résidus de pesticides, qui par ailleurs polluent également nos nappes phréatiques. Donc là, on se fabrique des lendemains qui déchantent, on se fabrique une mauvaise santé, un mauvais environnement, et puis on détruit finalement toute la biodiversité avoisinante, parce qu'encore une fois, quand on met des intrants dans une parcelle de culture, il est illusoire de penser qu'ils vont pas polluer ce qui est à côté ou en dessous ou au-dessus, l'atmosphère, les nappes phréatiques, le sol ou les parcelles adjacentes. Donc en fait, on a vraiment besoin de se rendre compte que effectivement, l'agroécologie et tous les calculs le monde peut nourrir le monde sans aucun problème, même les 8 milliards d'êtres humains, parce que c'est vrai qu'on est très nombreux et qu'on est devenu plus nombreux relativement récemment, mais évidemment à condition que ces 8 milliards d'êtres humains ne consomment pas 85 kilos de viande par an, et puis une quantité de produits transformés hallucinante qui font des allers-retours à travers la planète pour des raisons futiles. Donc on est vraiment sur une transition agroécologique, avec un changement de mode de vie, mais qui a des co-bénéfices extraordinaires. C'est pas une punition de manger des circuits courts, locaux, de saison, des légumes et des fruits de qualité extraordinaire, voire un peu de viande, voilà, si on n'est pas végétarien, mais une viande de qualité. Une vache nourrie sur manière extensive sur des herbages, c'est autre chose qu'un animal élevé en batterie, si vraiment on veut manger de la viande. Donc on est vraiment sur un mode de vie différent qui est très agréable, avec des bénéfices en termes de plaisir, en termes de qualité de vie, de santé et de santé de l'environnement. Donc oui, on peut produire de quoi nourrir le monde. Maintenant, comment dire, augmenter la productivité à l'hectare à coup d'intrants qui par ailleurs ont des conséquences totalement néfastes sur l'environnement au point de fabriquer un système non durable, ça n'a aucun intérêt. Il faut savoir aujourd'hui, la plupart des engrais azotés, ce sont des engrais qui dérivent d'une méthode qui utilise l'azote de l'atmosphère qui a été mise au point par un chimiste allemand au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, on épand plus d'azote dans les sols grâce à cet artifice consommateur d'énergie fossile, qu'il n'y a d'azote fixé par ces bactéries à raison d'1 milliard de bactéries par gramme de sol sur l'ensemble de la planète. Donc aujourd'hui, on a une industrie faramineuse qui est destinée uniquement à produire des engrais azotés, puis aussi des engrais phosphatés qui sortent des mines de phosphate, qui posent bien d'autres problèmes géopolitiques et de pollution. Et ces engrais, en fait, génèrent des gaz à effet de serre à cause des énergies fossiles, génère du protoxyde d'azote, parce que l'azote, quand les engrais azotés, on les met dans le sol, il y en a une partie qui se sublime, qui devient gazeuse et qui retourne dans l'atmosphère. Donc le protoxyde d'azote, c'est aussi un gaz à effet de serre, comme le méthane et comme le gaz carbonique. Bien plus réchauffant d'ailleurs. Bien plus réchauffant, voilà, qui a une durée de vie un peu moindre, mais qui est bien plus réchauffant que le gaz carbonique. Donc on est vraiment dans un système qui n'est pas durable. Donc certes, on peut augmenter la productivité en boostant, c'est du dopage, c'est du dopage avec toutes les conséquences négatives que ça a. Il faut imaginer un grand sportif qui a un corps domestiqué par des années d'exercice et puis qui, dans la peur de ne pas passer l'épreuve à laquelle il va être soumise, va utiliser quelques produits qui vont lui miner la santé pour gagner quelques dixièmes de seconde dans sa performance. Avec l'agriculture industrielle, on en est là, mais finalement, la performance en question, elle n'a aucun intérêt. Mais justement, on commence à voir, et c'est ça qui est intéressant, et ça contrevient souvent au discours industriel, c'est qu'on commence à voir dans l'agriculture industrielle des rendements qui se mettent à baisser. C'est vrai sur le blé en Europe, c'est assez frappant. C'est vrai dans d'autres régions, sur le maïs aux États-Unis. Justement, les rendements dans un contexte de biodiversité dégradée, ils se mettent à baisser. Oui, effectivement, parce que on disait qu'on va devoir doper ces champs pour arriver à maintenir un rendement, mais comme tu le dis, effectivement, ces rendements, même ainsi, on n'arrive pas toujours à les maintenir. Alors évidemment, ils ont beaucoup augmenté depuis la seconde moitié du XXe siècle par rapport à ce qui existait avant, parce qu'on a des variétés, on a fabriqué des variétés cultivées, on a mis en place des méthodes qui permettent quand même d'avoir un rendement intéressant et puis surtout de lisser ce rendement, de ne pas avoir des catastrophes qui arrivent.
Mais par contre, aujourd'hui, on a tellement exagéré qu'on crée ce qu'on peut appeler des externalités négatives, comme les économistes, on crée des problèmes dans l'environnement, on va dégrader les sols. On met tellement d'engrais de synthèse, tellement de pesticides dans les sols que ces sols sont plus capables de retenir l'eau et la matière organique. Il y a 25% des sols européens qui sont dégradés. Dégradés, ça veut pas dire qu'ils sont morts, mais ça veut dire que ils sont un petit peu moins fertiles. Il y a 40% des sols arables dans le monde qui sont dégradés également. Ça peut être aussi à cause de l'érosion, parce que quand on a des méthodes de culture qui sont très brutales, on va favoriser l'érosion parce que le sol sera mis à nu, sera retourné, il perdra sa fraction colloïdale organique et il aura tendance à être emporté par des aléas climatiques qui malheureusement deviennent en plus nombreux. Donc là, on a une confluence des problèmes climatiques et des problèmes de biodiversité qui font qu'au final, avec des sols dégradés, avec des événements climatiques extrêmes, avec la baisse des pollinisateurs pour des plantes qui ont besoin d'être pollinisées, c'est pas le cas du blé, et puis aussi avec un certain nombre de problématiques de baisse d'activité biologique dans les parcelles adjacentes, on va avoir finalement des rendements qui n'arrivent pas à se maintenir. Donc on est dans une circonstance paradoxale. On a fait beaucoup mieux après la Seconde Guerre mondiale. On a tout misé sur des procédés industriels. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que ça plafonne et que ce qu'on fait de mal à l'environnement est en train de nous rattraper et de faire non seulement plafonner, mais de commencer à faire baisser des rendements. Et des rendements, encore une fois, qui ne sont pas forcément intéressants, puisqu'ils sont destinés à nous faire produire des aliments pour du bétail, pour des poulets, ou des agrocarburants. Parce qu'il faut se rappeler aujourd'hui que quand on cultive de la betterave ou du colza, c'est pas pour faire de la moutarde ou pour faire des desserts sucrés, qui sont d'ailleurs épouvantables, c'est surtout pour faire des carburants, de l'alcool et des diesters pour nos véhicules, dans l'attente d'une transition énergétique qu'on n'a pas mis en place assez rapidement. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a aussi une partie de l'agriculture, notamment européenne, mais pas seulement, qui est dévolue à produire des agrocarburants, c'est de l'or vert, ou du pétrole vert, si l'on peut dire. Et évidemment, c'est pas fait pour améliorer l'état de l'environnement. Dernière question sur cette question des services écosystémiques liés à l'alimentation. Je ne résiste pas, tu es entomologue de début de carrière ou de formation, disons. La pollinisation, je trouve qu'on en a une vision un peu dégradée, c'est-à-dire que dans le débat, on a souvent... on pense que la pollinisation, c'est les abeilles mellifères, les abeilles à miel. C'est bien plus que ça. Est-ce que tu peux nous décrire l'importance des pollinisateurs dans notre alimentation? Oui, tout à fait. En fait, on a en France 40 000 espèces d'insectes et il y en a plus de 5 000 qui sont pollinisatrices. Donc c'est loin d'être la seule abeille mellifère. Alors évidemment, l'abeille mellifère, on la voit bien parce qu'une ruche, c'est 50 000 individus. Et puis, elle est capable de polliniser pas mal de plantes différentes. Donc on sait, on peut avoir du miel qui sont liés à pas mal de plantes différentes avec des goûts différents. Donc on a l'impression que l'abeille supplée à tout, parce qu'on peut transporter la ruche, on peut l'amener sur le lieu de culture, et puis voilà. Sauf que l'abeille ne supplée pas à tout. Alors déjà dans le milieu naturel, parce que l'abeille mellifère, par exemple, à haute altitude, elle vit pas très bien, il fait trop froid. Donc par exemple en haute altitude, les mouches pollinisent beaucoup mieux que les abeilles. En basse altitude, dans des endroits finalement où il n'y a pas trop de fleurs, des abeilles sauvages, il y en a 1 millier d'espèces en France, ça marche très bien, même si elles sont solitaires, donc c'est pas des grosses ruches avec des milliers d'individus, mais ça marche très bien également. Il suffit de 3 ou 4 petites abeilles solitaires pour polliniser un arbre fruitier presque tout entier. Donc, et ça fonctionne très bien et c'est complètement gratuit. Donc évidemment, c'est complètement idiot de casser ce système avec des pesticides qui vont détruire ces insectes et de devoir après suppléer en amenant des abeilles mellifères élevées à grands frais ou des ruchettes de bourdon, comme on le disait tout à l'heure, dans les serres à tomates. Il faut savoir aussi que l'abeille mellifère, à l'origine, c'est une espèce sauvage, évidemment, qui a été domestiquée. Donc on a simplifié sa structure génétique et aujourd'hui elle est très appauvrie et l'abeille est victime. Elle a été appauvrie génétiquement parce qu'elle a été croisée avec
avec des reines qui viennent notamment d'autres pays à l'est. Et puis, ces croisements finalement sont devenus sensibles à des acariens parasites, le fameux varroa. Et puis, comme il y a toujours un peu de pesticides dans l'environnement, où que l'on soit en Europe, il y a des effets toxiques chroniques, hein, comme chez les humains. Alors l'abeille, l'effet, c'est pas forcément des maladies dégénératives comme chez nous, des cancers, des lymphomes, des myélomes, des maladies de Parkinson. Chez l'abeille, ça se traduit par des troubles neurologiques, ce qu'on appelle la désorientation des butineuses. Une butineuse, une abeille qui normalement passe la majeure partie de son temps à aller chercher du nectar et du pollen dans les fleurs, quand elle a des problèmes neurologiques, elle n'arrive plus à retrouver le chemin de la ruche. Donc, elle meurt pas d'un seul coup parce que elle a été touchée par une substance toxique, mais elle devient finalement malade, hein, et elle ne rentre plus à la ruche, et la ruche donc perd des butineuses et n'est plus efficace. Donc, on est vraiment dans un système où on a besoin d'avoir finalement, là encore, cet écosystème plus riche, hein, dans lesquels les espèces sont redondantes, dans lesquels les services nous sont rendus de manière gratuite, dans lesquels on peut introduire des abeilles domestiques, mais en quantité raisonnable. Dans une ville comme Paris, par exemple, quand on introduit trop de ruches d'abeilles domestiques, il n'y a pas suffisamment de fleurs, et ces ruches n'arrivent plus à récolter suffisamment de pollen et de nectar pour faire du miel, et en plus elles font concurrence aux rares abeilles sauvages qui se trouvent sur place. Hein, donc il y a aussi une question d'ajustement finalement au reste de l'écosystème. On ne peut pas amener des millions d'abeilles dans un endroit s'il n'y a pas la quantité de fleurs nécessaire. Oui, j'avais lu dans l'excellent livre coordonné par Yolaine Delabigne, l'animal médecin, que pour faire une cuillère de miel, il fallait 300 000 fleurs. Ça paraît dingue. Est-ce que il y a un sujet, alors je vais peut-être dire des chiffres un peu les écorner, mais je crois qu'il y a 70% des plantes qui sont pollinisées par des pollinisateurs, oui. 35% aussi de ce qu'on mange au niveau mondial qui a besoin de pollinisation. Où est-ce qu'on est, et surtout il y a un effondrement des pollinisateurs. Oui, alors effectivement, les rats, il y a quelques plantes qui n'ont pas besoin d'être pollinisées, hein, comme les céréales, et puis il y en a quelques-unes qui pourraient ne pas être pollinisées, mais qui produisent quand même plus quand elles sont pollinisées. Le colza, que l'on connaît bien, les champs de colza, hein, ces champs de fleurs jaunes qu'on voit, qui font mal aux yeux l'été. Voilà, ces champs de colza, ils produisent 30% en plus s'ils sont pollinisés. Mais ils arrivent à être auto-féconds, hein, les fleurs de colza arrivent à féconder d'autres fleurs de colza, mais ça marche nettement mieux quand il y a un pollinisateur qui transporte le pollen, parce que pour beaucoup de plantes, s'auto-féconder ou laisser le pollen se balader avec le vent, c'est pas très efficace. Laisser le pollen se balader avec le vent, ça dépend du pollen, de sa qualité, hein, de la structure de la fleur. Et puis s'auto-féconder, le danger, c'est que ça peut amener à de la consanguinité. Voilà. D'ailleurs, il y a un travail récent par des collègues de Montpellier qui a montré justement que il y a des petites espèces de violettes qui, en l'espace de à peine plus d'une dizaine d'années, ont évolué vers de l'autocompatibilité, c'est-à-dire qu'elles sont capables de s'auto-féconder parce que il y avait plus suffisamment de bourdons dans l'environnement. Et du coup, ces fleurs ont également changé de morphologie, elles produisent moins de nectar et elles sont moins attractives en termes de forme de corolle, hein, pétales, etc. Parce que tout simplement, la fleur, au plan génétique, les variants qui sont moins attractifs, ils n'ont plus aucun problème puisqu'il n'y a pas assez de pollinisateurs pour que ça fasse une différence. Le problème, c'est qu'à terme, ces fleurs qui sont capables de s'auto-polliniser, elles ont un certain succès dans l'immédiat faute de pollinisateurs, mais dans le futur, elles peuvent devenir un peu trop consanguines et finalement avoir une structure génétique trop homogène et ne plus être capable de résister à un pathogène, à un changement climatique, à un changement environnemental d'une manière générale. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, une grande partie de notre alimentation, elle doit être pollinisée, et quand par des méthodes indirectes, on essaye de voir quel est le déficit de productivité finalement qui intervient suite au déclin des pollinisateurs. On se rend compte que selon les cultures, ça va de 5 à 80%. Alors 80%, c'est un extrême, mais voilà, par exemple sur le cassis produit en Bourgogne, hein, pour le fameux sirop de cassis dans les kirs bourguignons, il a baissé de productivité de manière colossale parce qu'on mettait énormément de pesticides pour empêcher les pieds de cassis d'être attaqués par des insectes, mais on a tué les pollinisateurs.
Et des producteurs de cassis se sont affolés, ils ont appelé des experts qui ont constaté que, voilà, faute de pollinisateurs, évidemment, ça n'allait pas fonctionner. Donc on a baissé la quantité de pesticides, parce que c'est un peu comme une assurance, hein. Quelquefois, on a envie de prendre des assurances pour tout, se protéger de tout, et puis c'est absolument pas nécessaire, et on paye très cher, quelque part, pour pas beaucoup d'intérêt. Là, c'était pareil, on a baissé énormément la quantité de pesticides, on a retrouvé des pollinisateurs, et on a retrouvé des productivités de cassis que les producteurs n'avaient jamais vues et dont il a fallu faire appel à la mémoire des grands-parents pour se rendre compte que oui, autrefois, on avait eu des productivités de ce type. Voilà, donc on a effectivement des productivités qui baissent en France, faute de pollinisateurs, et on essaye de compenser, hein, à coups d'abeilles, à coups de ruchettes de bourdon, à coups d'intrants, etc. Mais évidemment, c'est quelque chose qui coûte cher et c'est un service gratuit qu'on a perdu. On a abondamment parlé des services rendus pour s'alimenter. Sur la santé, c'est aussi important. En quoi un écosystème en bonne santé nous prémunit des maladies ou, posons la question en négatif, en quoi un écosystème dégradé fait émerger des maladies? Alors effectivement, dans le milieu naturel, il y a beaucoup d'organismes différents. Parmi eux, il y a des espèces de micro-organismes qu'on va appeler pathogènes, hein. Alors qui souvent proviennent d'autres animaux, hein. Parce que pour qu'un organisme pathogène qui rend malade une espèce vivante puisse rendre malade une autre espèce vivante, ça veut dire qu'il y a généralement un peu d'évolution qui doit se produire. Parce que un virus, une bactérie, un petit micro-organisme du type protozoaire, quand il rentre dans une cellule humaine, il a besoin de pouvoir s'accrocher à des protéines spécifiques qui sont assez propres à chaque espèce. Donc le parasite d'une espèce va pas forcément être capable de parasiter une autre espèce directement, donc ça suppose de la promiscuité, des contacts, et puis quelquefois des événements de sélection finalement naturels ou artificiels. Donc on voit ça évidemment quand les milieux naturels sont morcelés, hein, quand on fragmente des forêts tropicales et que on installe des populations humaines pionnières dans des lisières dont la surface, la longueur est multipliée par plusieurs ordres de magnitude, on augmente les contacts entre les personnes et les animaux. Et très souvent, malheureusement, ça permet à certains pathogènes de passer de certaines espèces animales aux humains. On le voit, ça a été très bien analysé pour la fièvre Ebola, hein, qui est causée par un virus du même nom. En fait, les pics épidémiques apparaissent dans des populations pionnières qui se trouvent dans des endroits récemment déforestés. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a quand même des porteurs sains d'Ebola, hein, donc quelquefois, il y a des porteurs sains qui font aussi ressurgir la maladie de manière épidémique, mais néanmoins, on se rend compte là qu'il y a vraiment une promiscuité des humains, avec des chauves-souris ou avec d'autres mammifères qui font qu'on va acquérir leurs pathogènes. Quelquefois, c'est aussi la combinaison avec un animal d'élevage qui va avoir, par malheur pour nous, une structure moléculaire au niveau des cellules qui est un peu semblable à la nôtre. C'est ce qui s'est passé avec le fameux virus Nipah en Asie du Sud-Est. On avait des petites fermes avec des cochons qui étaient sous des grands arbres du type manguier, par exemple. Les grandes chauves-souris frugivores arrivaient des milieux naturels adjacents. Parce qu'on avait déforesté? Parce qu'on avait déforesté. Elles se nourrissaient sur les arbres fruitiers de la ferme et elles crottaient sur les cochons et les contaminaient avec le virus Nipah. Et puis ensuite, les personnes qui consommaient ces cochons, d'ailleurs souvent exportés, hein, tombaient malades gravement. C'est une sorte de fièvre qui est assez dangereuse. Oui, 70% de létalité, je crois, sur Nipah. Voilà. Et donc, en fait, on s'est rendu compte là que le cochon était un excellent intermédiaire, finalement, entre la chauve-souris et l'homme, hein, et que le virus, apparemment, aurait eu du mal à passer directement de la chauve-souris frugivore à l'humain. Mais par contre, le cochon, finalement, sélectionnait pour la compatibilité du virus avec notre organisme. Alors ce type d'événement, ça arrive de manière croissante à mesure que les milieux se morcellent. Depuis le milieu du XXe siècle, on voit en moyenne, bien sûr c'est une moyenne, apparaître une maladie de ce type-là tous les 14 à 16 mois. Il y a des maladies qu'on considère aujourd'hui comme faisant partie de l'environnement humain, hein, comme par exemple le virus HIV.
il est apparu de cette manière-là, alors apparemment, il est apparu comme maladie humaine très précocement, hein, mais il est resté à bas bruit dans des villages en Afrique depuis les années 30. Et puis, comme on le sait, l'épidémie s'est répandue relativement récemment. Et là, on a découvert l'agent pathogène et on a commencé à essayer de trouver une solution. Mais à l'origine, il y a bien eu un contact entre des populations locales, des animaux sauvages, et puis aujourd'hui le monde moderne est tellement connecté avec des transports internationaux que une maladie qui émerge dans un village au fin fond d'une zone forestière tropicale, un jour après, 2 jours après, elle peut se trouver à Paris, à Pékin ou à New York. Oui, c'est intéressant. Nipah, c'est le nom d'un village en Malaisie, justement, Voilà. et c'est un peu terrorisant dans le sens où Nipah, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de remède contre ces maladies-là. Je crois que j'avais lu que depuis les années 50 ou 60, les maladies émergentes avaient été multipliées par 4, et ça concerne aussi les pays riches, c'est ça qui est intéressant. Et je voulais, on en avait déjà discuté, mais parfois on a l'impression que c'est histoire que de pays exotiques. Y a un sujet moi que je trouve intéressant, c'est qu'on tue 500 000 renards par an. Alors c'est des chiffres qui sont faits par les chasseurs, qui sont pas toujours très fiables, mais bon, l'ordre de grandeur est celui-là. Qu'est-ce que ça a concrètement? On se dit ok, ça n'a pas d'impact pour nous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça peut avoir comme impact de tuer massivement une espèce comme ça dans un milieu? Oui. Alors avec le renard, on voit bien quelle est la représentation, comment se construisent les représentations culturelles à propos de la biodiversité. Le renard, pour des Européens contemporains aujourd'hui, c'est un voleur de poules, hein, et un vecteur de maladie. Le renard enragé, il y a belle lurette en France que les renards ne sont plus vecteurs de la rage, ne transportent plus la rage, mais on a gardé ça en mémoire, moi, du temps de mon enfance, par exemple. Le renard transmet encore une maladie comme l'échinococose alvéolaire dans l'est de la France, mais ça représente très peu de cas qui apparaissent. Hein. Et puis c'est quand on manipule le renard Voilà. mort. Et par contre, évidemment, tous les gens qui ont des poules en semi-liberté sur leur propriété ou des poulaillers mal verrouillés, tôt ou tard, ils ont un renard qui vient croquer la poule. Voilà. Et donc, pour beaucoup de gens, le renard est un nuisible. Parce que ce que l'on voit, c'est le restant de la poule qui a été dévoré par le renard. Hein, où c'est ce qu'on se transmet comme histoire à travers des fables, hein, littéralement, du type fable de La Fontaine. Et alors qu'en réalité, le renard, à l'origine, c'est entre autres un petit prédateur de mammifères. Mais tu dis juste pour beaucoup de gens, mais en fait c'est un nuisible. Alors ça a changé de nom maintenant, c'est un ésode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts, mais administrativement, on peut faire des battues. Les préfets peuvent demander de faire des battues pour tuer des renards. Effectivement, c'est là où on voit comment les représentations culturelles se construisent, hein, parce que c'était une représentation vernaculaire, hein, qui circule dans la société. Et puis, elle est colportée par toutes sortes de secteurs de la société qui font des demandes aux gouvernants en leur disant mais c'est pas possible de laisser cette espèce nuisible, hein, le voleur de poules, nous poser problème. Donc, inscrivez-le sur la liste des nuisibles, des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Alors, entre-temps, l'ANSES, l'Agence nationale, va faire une enquête, elle se saisit de l'affaire, et dans une saisine qui est tout à fait disponible, hein, elle montre que, en fait, l'impact du renard au plan santé publique et au plan caractère nuisible est complètement négligeable, parce que protéger un poulailler, c'est chose assez facile, malgré tout. Et en fait, ces renards qui sont tués par centaines de milliers suite à des arrêtés préfectoraux qui sont compatibles avec le classement de l'espèce comme nuisible, empêchent les renards de manger ou simplement de garder des rongeurs non circulants. Donc aujourd'hui, dans nos campagnes, on a énormément d'espèces de petits rongeurs que les renards ne consomment pas ou qui n'effraient pas. Et ces rongeurs se baladent librement. Et ces rongeurs, ils ont des acariens parasites, des tiques. Et en se baladant, quand les tiques sont sevrées, elles restent dans le milieu naturel. Et quand nous, on va se balader à l'endroit où ces rongeurs sont passés, on va être parasité par ces tiques. Et malheureusement, il s'avère qu'en France, à peu près, en moyenne, il y a un tiers de ces tiques qui portent la bactérie Borrelia qui cause la maladie de Lyme. Et la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est quand même pas très rigolote, hein, qui demande pour être guéri un traitement antibiotique assez costaud, et aujourd'hui on a 50 000 cas de maladie de Lyme en France,
qui sont liées tout simplement au fait qu'on a beaucoup trop de rongeurs et qu'on n'a pas assez de petits prédateurs. Et il y a des études qui ont montré dans plusieurs pays européens, en fait, que voilà, c'est pas une relation du tout ou rien, hein, bien évidemment. C'est pas parce qu'on laisse des renards se développer en quantité innombrable qu'on va supprimer la maladie de Lyme, mais on va revenir à un état d'équilibre nettement plus bas si on laissait les renards faire leur travail et qu'on les accusait pas du pire hein, sur finalement des racontards qui sont colportés au sein de la société. Voilà. Il y a un autre sujet qui est intéressant. Tu parlais tout à l'heure du poids qu'on avait en nous de bactéries, à peu près 2 kilos. Mais il y a un phénomène qui est qu'on s'éloigne de plus en plus du vivant. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus en contact de métaux, de plastique, de pierres, de béton, et de moins en moins avec le milieu naturel. Ça a une incidence aussi sur notre santé. On est en train de se minéraliser en quelque sorte. Il y a une incidence pour déjà alimentaire, hein, c'est-à-dire quand on a une alimentation qui est déséquilibrée, dans laquelle il n'y a pas assez de produits fermentés, pas assez de fibres, etc. Notre flore intestinale, elle a du mal à vivre, quoi. Hein. C'est un peu, voilà, comme un terreau dans lequel il n'y aurait pas les éléments nutritifs. Les espèces qui sont dans ce terreau auraient du mal à survivre. Il y a un élément psychologique aussi, hein, quand on n'est pas au contact avec la nature, on est des primates qui avons évolué dans le milieu biologique. On montre très bien que la distance au plus proche parc urbain, par exemple, est parfaitement corrélée avec la survenue d'un certain nombre de troubles de santé, comme par exemple les dépressions nerveuses. Hein. Donc on a absolument besoin d'être en contact avec la nature au plan psychologique. C'est pas un petit confort anecdotique, hein, c'est vraiment un besoin biologique. Et puis, ces questions d'équilibre de notre flore intestinale, en fait, amènent aussi la survenue d'un certain nombre de maladies, hein, du diabète de type 4, des aspects du syndrome autistique, plein d'autres problèmes de santé ont une fréquence d'occurrence plus forte quand certains micro-organismes sont absents de notre flore intestinale. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un Européen urbain, il a une flore intestinale qui est toujours très appauvrie par rapport à celle d'une personne issue d'un peuple autochtone qui vit encore vraiment au contact avec la nature de manière quotidienne. Voilà. Donc on est vraiment, quelque part, on s'en rend compte aujourd'hui grâce à la biologie moléculaire qui peut mesurer très rapidement le contenu en bactéries de notre tube digestif. Hein, et on se rend compte quelquefois que l'absence ou la présence d'une bactérie, une seule espèce, va changer bien des choses pour notre santé. Ma copine qui est assez férue des sujets autour de l'accouchement me disait, je ne sais pas si tu avais entendu parler, lu ces études, mais que les bébés en césarienne n'avaient pas forcément les mêmes bactéries que s'ils étaient passés par voie basse. Oui, parce que un accouchement en césarienne, c'est une opération chirurgicale, et évidemment, ça se passe en asepsie. Asepsie, juste. Simplement, on protège la personne opérée des microbes. Comme on ouvre son corps, toutes les barrières physiques sont supprimées pendant l'opération, et donc on doit s'assurer qu'on ne va pas introduire des bactéries à l'intérieur de son corps, parce que là, on peut provoquer des infections galopantes qu'on n'arrivera jamais à juguler. Donc quand on opère en césarienne pour des raisons diverses et variées, le bébé qui naît, il naît dans un contexte où il n'est pas contaminé, entre guillemets, par la flore bactérienne, la flore microbienne de la maman. Et donc aujourd'hui, les bébés nés par césarienne, on les met sur les voies de la maman, même quand ils naissent justement par césarienne, de manière qu'ils puissent acquérir une partie de cette flore microbienne. Ça leur permet de se développer harmonieusement, au plan neurologique, au plan du régime alimentaire, etc., etc. Donc il y a vraiment un besoin d'avoir ces micro-organismes. Il y a 1000 manières pour les organismes vivants de se transmettre leur flore. Ça peut être lors de l'accouchement. Chez les insectes, par exemple, l'œuf, quand il se trouve dans les ovaires de la mère, il peut acquérir certaines bactéries qui vont passer à travers la paroi de l'œuf. Donc il y a des bactéries qui sont absolument indispensables à la digestion chez certains insectes, qui sont transmis de manière maternelle à travers la paroi de l'œuf, alors même avant qu'il n'est pas encore pondu. Voilà. Chez les humains, évidemment, nous sommes vivipares, et donc ça se passe au moment de l'accouchement. Et chez d'autres organismes, évidemment, ça va se passer au moment de la mise bas, etc. Donc, il y a vraiment une transmission qui doit se faire. Et puis, il y a aussi des transmissions sociales et culturelles a posteriori, qui se font, bien sûr, tout au long de la vie, à travers l'alimentation, à travers les contacts avec nos congénères.
Un des grands services écosystémiques apportés par le vivant, c'est aussi la régulation du climat, et c'est un sujet qui monte en ce moment. Donc, on le sait de manière un peu vernaculaire, comme tu disais, que les arbres captent du carbone, mais il y a aussi les animaux qui jouent un rôle essentiel, et ça, on l'a pas du tout en tête. Est-ce que tu peux nous prendre des exemples chez les végétaux, chez les animaux, pour voir en fait quel rôle ils apportent climatiquement et quelle ampleur ça a? Est-ce que c'est de l'ordre est-ce que c'est marginal ou est-ce que c'est un vrai rôle? C'est effectivement important, hein. On a grosso modo, on peut dire qu'à peu près un tiers des gaz à effet de serre, et notamment le gaz carbonique, sont captés par l'activité photosynthétique des plantes et des algues. Les algues au sens large, c'est-à-dire incluant les cyanobactéries, hein, qui sont dont les ancêtres sont probablement les inventeuses de la photosynthèse sur Terre. Donc on est vraiment dans une situation effectivement où on croit naïvement que le climat c'est généré par des gaz, donc des choses totalement non biologiques, hein, qui se baladent dans l'atmosphère, dans le sol, dans les eaux, etc. C'est vrai, hein, il y a une partie des gaz qui deviennent qui se retrouvent sous état gazeux ou au contraire sous état dissous dans des sédiments ou dans l'eau, mais il y a aussi une grande partie de ces gaz qui sont produits ou absorbés par les organismes vivants. L'oxygène dans l'atmosphère sur Terre, il a été produit par les cyanobactéries tout au début de la vie sur Terre, au moment de la grande oxygénation. Et aujourd'hui, effectivement, la photosynthèse qui absorbe le gaz carbonique et qui fabrique avec de l'énergie lumineuse des protéines, cette photosynthèse, en libérant d'ailleurs un peu d'oxygène, cette photosynthèse, elle va capter beaucoup de gaz carbonique. Mais effectivement, comme tu le disais, c'est pas seulement en plantant des arbres au cordeau, hein, sur des milliers d'hectares qu'on améliorerait le bilan. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'organismes qui participent finalement à cette activité photosynthétique, qu'il s'agisse du plancton océanique, qu'il s'agisse de végétation terrestre. À chaque fois, on se rend compte qu'il y a d'autres acteurs qui interviennent, ce sont les herbivores. Quand on a des herbivores, par exemple des mammifères en milieu terrestre, ils vont booster la croissance de la végétation, hein, ils vont lui permettre finalement de faire plus de photosynthèse. Si on supprime ces herbivores, on pourrait penser que des herbivores qui consomment les plantes, ils vont les endommager, mais dans une certaine mesure, ils les obligent à pousser quelque part, hein. Tu peux prendre des exemples? Alors, il y a aussi ça, un bel exemple, c'est un exemple au milieu marin. Les cétacés, les grands cétacés, hein, ils consomment le plancton. Donc on pourrait se dire, de la même manière, ils vont consommer toutes les algues photosynthétiques en quantité, et puis ils vont diminuer finalement la quantité d'algues photosynthétiques qu'il y a dans les océans. Mais il faut penser que tous ces organismes se reproduisent. Donc si on enlève une partie du plancton, ça booste la reproduction du plancton restant. Par ailleurs, les baleines, on les montre toujours dans des belles eaux transparentes, mais les baleines, ça fait des cacas géants à la mesure de la baleine, hein, et on les voit rarement en photo, hein, on se demande pourquoi. Mais ces cacas géants, c'est aussi de la fertilisation. De la même manière que les mammifères terrestres, ils peuvent fertiliser des plantes avec leurs fesses, les baleines, elles, fertilisent les champs de plancton. Et puis, tous ces organismes qui sont herbivores, qui produisent aussi des excréments qui vont fertiliser les plantes et les algues, ils ont aussi capté du carbone qui est dans leur corps, hein, sous forme de protéines. Et quand ils meurent, leurs cadavres, finalement, s'incorporent au sol ou au fond des océans, hein. Et par exemple, les cadavres de baleines, ce sont des quantités de matière organique gigantesques qui finalement tombent au fond des océans, qui sont partiellement consommées par des charognards, mais qui sont finalement mobilisées. Et je crois qu'on a calculé que si on supprimait tous les cétacés, les grands cétacés des océans du globe d'un seul coup, comme ça, on aurait d'un seul coup le bilan en carbone qui serait augmenté de 5 fois les émissions de gaz carbonique français en un seul coup. Donc en fait, on se rend compte que quelque part, le bilan carbone des milieux naturels, avec ce qu'on appelle ces puits de carbone biologiques, c'est aussi régulé de manière écosystémique. C'est pas seulement des arbres ou du plancton. Hein, on dit quelquefois que il faudrait planter partout les arbres les plus capables de faire de la photosynthèse en forêt artificielle pour résoudre le problème de l'émission excessive de gaz carbonique. Il n'en est rien, parce que si on fait ça, on va se retrouver avec le problème du champ de blé ou du champ de maïs dont on parlait tout à l'heure, hein, qui sera pas régulé correctement, et puis surtout, sa croissance et sa fertilité sera pas boostée par les apports des autres membres animaux des écosystèmes. Et puis,
Là, j'ai parlé du gaz carbonique, mais on pourrait faire aussi des bilans avec, par exemple, le méthane, qui est aussi un autre gaz à effet de serre. Alors, si on met trop de bétail, euh, les vaches sont des ruminantes, elles rotent du méthane. Aujourd'hui, on a 15 fois la masse de mammifères sauvages en bovins, hein. Donc, on a une quantité de méthane émise qui est colossale. Euh, et c'est totalement délirant, ça nous pose également problème. Donc il faudrait diminuer énormément cette population de bovins qui est colossale à l'échelle du globe. Mais il y a aussi des bactéries qui sont méthanotrophes, qui se nourrissent de méthane. Par exemple, à la surface des troncs d'arbres, on a trouvé récemment que dans les forêts, il y a des populations de bactéries méthanotrophes qui sont relativement importantes. Donc on se rend compte que finalement, le cycle du méthane, il est aussi lié au vivant. Hein, c'est pas simplement un cycle minéral, c'est un cycle biogénique, comme on dit, dans lequel le vivant peut aggraver la situation s'il est mal géré, ou au contraire réguler la situation si l'on le laisse faire. Oui, c'est marrant. Je veux juste revenir là-dessus parce que donc les déjections des baleines, on appelle ça des plumes fécales. Je trouve ça très poétique et au fond de l'océan, on parle de neige marine. Toutes ces quantités de déjections, de cadavres qui tombent, c'est vraiment de la captation carbone qui est importante. On n'est pas là dans quelque chose de marginal. Non, c'est vraiment colossal, hein. Et là, on se rend compte que, en fait, le cycle du carbone qu'on voyait comme finalement quelque chose de purement, de chimie minérale, hein, avec des gaz qui sont émis quand on brûle des carburants fossiles et puis après qui se dissolvent éventuellement dans l'eau directement. En réalité, une partie du cycle, c'est ça, mais une énorme partie, c'est également de la captation par des organismes vivants. Et effectivement, tous les organismes qui se reproduisent, qui se développent, qui se prédatent, qui se fertilisent les uns les autres, quand ils meurent, par gravité, ils tombent au fond de l'océan, ils s'incorporent au fond océanique. Et on a le même phénomène aujourd'hui dans les sols terrestres, hein. Bien sûr, la végétation capte du gaz carbonique avec la photosynthèse, mais les débris de végétation, les débris d'animaux qui se trouvent incorporés dans le sol et retenus grâce à des substances colloïdales produites par les vers de terre, etc., ces quantités-là de matière organique, c'est aussi une sorte de stock de carbone, hein, qui est malheureusement qu'on mobilisera maladroitement, hein, si on permet l'érosion, si on cultive de manière trop industrielle, etc. Mais si on le laisse tranquille, ce stock de carbone, il nous rend service. Depuis quelques années, depuis quelques mois, il y a un sujet qui monte, c'est que, et notamment en France, c'est qu'on voit justement, alors on base toutes les politiques climatiques sur réduire les émissions de CO2, mais aussi augmenter les puits de carbone. Ce qu'on voit empiriquement, c'est le contraire. C'est l'inverse, c'est que on voit les puits de carbone qui diminuent, notamment en France, les forêts qui se mettent à émettre du carbone plutôt qu'en capter. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est en train de se passer? C'est pas toujours très clair. Oui, effectivement, il faut pas avoir une vision d'ingénierie naïve en pensant que si on plante 1 milliard d'arbres, on va forcément capter du gaz carbonique. Il faut d'abord que ces arbres arrivent à grandir, hein, parce que planter un arbre, c'est une activité un peu compliquée. Il faut avoir le sol ad hoc. On voit que là, je crois que c'est 37%. Alors, je sais plus si c'est 2023. Je crois que c'est 2023, le chiffre du ministère de l'Agriculture, des plantations d'arbres qui sont ratées parce que les arbres poussent de moins en moins. Oui, tout à fait. Alors, bon, déjà pour des raisons techniques, hein, toutes bêtes, c'est-à-dire que il faut pas planter des arbres qui sont tous semblables, évidemment, parce que s'ils sont tous semblables, ils vont être tous avec la même vulnérabilité aux pathogènes, au climat, etc. Hein, il faut le savoir, dans le vivant, la diversité génétique, même à l'intérieur d'une espèce, c'est fondamental. Ça permet à différents individus d'avoir différentes chances de survie et de reproduction. Donc, si on plante des clones d'arbres tous pareils à longueur de vue, évidemment, il va arriver des problèmes. C'est ce qui est arrivé, par exemple, dans le massif d'Argonne, dans les Hauts-de-France, hein, avec des plantations de conifères qui ont été dévastées par des aléas climatiques combinés à des populations de coléoptères. Il faut déjà se dire que quand on va planter des arbres, ça va être compliqué, et que c'est très bien de laisser les forêts se reproduire toutes seules, parce que sinon il faut une armée de pépinières, de pépiniéristes, avec une diversité génétique des arbres extraordinaire, et puis des arbres en plus dont on doit penser que ils vont grandir petit à petit. Si on arrive à les planter correctement dans un sol adéquat, en leur fournissant les premiers soins adéquats, etc., ces arbres, ils vont être grands et reproducteurs dans seulement pas mal d'années. Et dans pas mal d'années, le climat sera différent, même si on a arrêté aujourd'hui de faire des bêtises avec les gaz à effet de serre. Donc, en plus, on doit prévoir de planter autre chose, par exemple, que du hêtre ou du bouleau dans la partie nord de la France, parce que pour ces deux espèces-là, c'est quasiment fichu.
Donc on est dans une situation où on doit prévoir tout ça. Et en plus, il faut se dire qu'un arbre, même bien vivant, un bel arbre avec des feuilles, voilà, qu'on voit en couvert forestier complexe ou un peu isolé, une année très sèche, il va fermer tous les petits orifices qu'il y a sur ses feuilles, les stomates, il va arrêter de faire de la photosynthèse, il va arrêter d'avaler du gaz carbonique, parce qu'il est stressé. Il est stressé, c'est un peu comme nous quand on est très fatigué, on a chaud, on a soif, on s'arrête de bouger, puis on s'assoit à l'ombre d'un arbre, et puis on essaye de récupérer. Finalement, notre métabolisme diminue et on fait pas grand-chose. L'arbre, sa manière à lui de d'étaler le problème, quand il fait trop sec et trop chaud, j'arrête la photosynthèse. Et de fait, des arbres, des algues en mauvais état, parce qu'il fait trop chaud, parce que l'environnement n'est plus adéquat, vont faire moins de photosynthèse et vont capter moins de gaz carbonique. Et ça, c'est vraiment dramatique. Alors l'arbre peut être aussi en mauvaise santé, pas forcément à cause d'un mauvais climat régional, mais il peut être aussi en mauvaise santé parce que le couvert forestier a été dégradé. Un arbre qui a besoin de voisins pour ne pas trop évaporer, pour ne pas trop se dessécher, si tout d'un coup on l'isole et on le met au milieu d'un gros cagnard, cet arbre-là va mal se porter, va faire moins de photosynthèse. Et comment ça peut émettre du CO2? Alors en fait, ça émet du CO2 tout simplement parce que déjà toute la matière qui dérive de l'arbre, si elle se décompose, elle va, par exemple, s'il y a un feu de forêt, évidemment il y a des gaz de combustion qui vont sortir de ce feu de forêt. Cette matière organique, si elle se décompose et que elle est dégradée, il peut y avoir des gaz à effet de serre qui sortent de cette dégradation. Donc on est vraiment dans une situation où on s'aperçoit que la capacité à faire puits de carbone, c'est une capacité vivante, c'est une capacité dynamique, c'est pas une capacité mécanique. Et il faut que l'organisme soit vivant et en bonne santé pour avoir cette capacité. Il y a d'autres services que nous rendent la nature, on s'en rend pas compte, même quand ils disparaissent, on s'en rend pas forcément compte. C'est la régulation aussi des catastrophes naturelles, sur les sécheresses, sur les canicules, sur les inondations. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de comment la nature permet d'amortir ces chocs-là? Oui, effectivement, quand on parle de risques naturels, on a souvent l'impression que ce sont des risques physiques. Trop de pluie, pas assez de pluie, un ouragan, un glissement de terrain, et on pense rarement que dans ces risques, ou le feu, bien sûr, évidemment les risques de feu, notamment dans les milieux forestiers, mais pas seulement, et on pense rarement que finalement, à l'origine de ces risques, il y a toujours une conjonction entre le climat et la biodiversité. Typiquement, si on a une végétation qui est pas adaptée finalement à un climat qui va en se déréglant, cette végétation, elle va sécher, et de fait, si en plus elle est constituée d'espèces qui sont particulièrement inflammables, autrement dit par exemple si on plante des conifères à perte de vue, on va avoir des risques de feu qui vont augmenter de manière considérable. Donc là il y a vraiment une conjonction entre un climat qui se dérègle et puis une végétation qui n'est pas très adaptée de toute manière et encore moins dans le climat déréglé. Donc typiquement, risque de feu, c'est lié à des mauvaises plantations forestières ou à des accumulations de matière organique dans des milieux qui sont pas assez gérés de manière dynamique. Le risque de sécheresse ou d'inondation, c'est lié aussi à la couverture végétale. Il y a à peu près 60% de l'eau de pluie qui est stockée dans la végétation ou à la surface du sol. Pas dans les nappes, à la surface du sol. Donc si on supprime la végétation, si on est sur un plateau agricole où il y a de la terre nue à perte de vue, évidemment quand il pleut pas assez, il y a plus d'eau. Parce que cette eau qui était dans la végétation, elle est partie avec la végétation. Et puis s'il pleut beaucoup trop, cette eau va circuler, va ruisseler, parce qu'il n'y aura rien pour l'arrêter. C'est difficile de faire comprendre, notamment à des élus qui doivent se faire les démarches dans le cadre de la loi zéro artificialisation nette, la fameuse loi ZAN. Bien sûr, c'est agaçant pour un élu d'adapter son plan local d'urbanisme, mais de l'autre côté, c'est encore plus agaçant de devoir gérer a posteriori des torrents de boue ou des ruissellements torrentiels qui se sont produits au milieu de la ville parce qu'on a bétonné à mort et que on a des milliers de mètres carrés sur lesquels l'eau ruisselle sans aucun frein, sans aucun espoir de stockage, même momentané. Donc on est vraiment dans une situation où le rôle de la végétation n'est absolument pas mesuré. Alors on pense aux arbres parasols qui nous amélioreraient le microclimat urbain, et c'est aussi des arbres réfrigérateurs, il faut le rappeler, mais c'est aussi les arbres et l'herbe au sol, la végétation plus herbacée au sol, qui va stocker l'eau.
et qui va leur redistribuer avec beaucoup plus de lenteur et qui va un peu réguler, voilà, surtout quand on est dans un climat qui est déréglé et dans lequel il y a des événements climatiques un peu plus extrêmes. Et puis il y a aussi les glissements de terrain. On le sait bien aujourd'hui, hein, si on a une couverture végétale qui est endommagée, si en plus on a des écoulements torrentiels qui sont liés à des fonds glaciaires ou à des événements pluvieux extrêmes, ben on risque d'avoir des glissements de terrain encore plus importants, hein, si la végétation à la surface du sol n'est pas suffisamment dense et intègre. Voilà. Donc on est effectivement dans une situation où les risques naturels augmentent et dans lesquels la biodiversité en fait joue un rôle très important. C'est la même chose pour. En fait, peut-être que ce que je voudrais faire toucher du doigt, c'est que donc là tu parles de la végétation, mais si on parle des récifs coralliens, si on parle des cordons dunaires, si on parle des zones humides, en fait, toutes ces écosystèmes-là, si on parle des mangroves, ça a des fonctions écosystémiques qui nous protègent. Ouais. On a l'impression que tout ça sert à rien. En fait, ça a un vrai rôle. Parce que ce sont, évidemment, quand on parle de catastrophes naturelles, on parle d'événements rares. Hein. Donc on a l'impression que catastrophe, c'est la faute à pas de chance. Hein. Un tsunami, une pluie torrentielle, une sécheresse très forte. Ah, ça arrive naturellement, on peut rien faire, c'est la puissance du climat. Non, pas du tout. En fait, la végétation en milieu terrestre, tu disais effectivement la mangrove en milieu côtier, bah, ça préserve le trait de côte. Une mangrove, ça empêche l'érosion côtière. Ça empêche que la mer interagisse de manière trop brutale avec le littoral. C'est aussi un piège à carbone, c'est aussi une zone de biodiversité dans laquelle les personnes du littoral peuvent trouver énormément de nourriture, mais c'est aussi tout simplement une espèce de brise-vague et de digue, hein, qui empêche l'érosion côtière. De la même manière, les récifs coralliens, on sait qu'il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui sont protégées par des récifs frangeants, parce que ce sont des espèces de brises tsunamis. Quand il y a des vagues scélérates ou des tsunamis, pas forcément des vagues hollywoodiennes, hein, ça peut être une vague de 1 mètre de haut, mais qui progresse à 60 km/h, ça peut faire des dégâts terribles sur la côte, ça peut tuer des centaines et des milliers de gens, suite à des trains de houle, suite à des effondrements sous-marins, suite à des tremblements de terre, ce genre de vague peut arriver. Et on sait qu'il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui sont protégées par les récifs coralliens. Les récifs coralliens, on le sait, d'ici 50 ans, ils ont pratiquement tous disparu, en tout cas les récifs de surface, du fait du réchauffement et de l'acidification des eaux des océans. Et là, ces centaines de millions de personnes se retrouveront non seulement privées des ressources alimentaires qu'elles allaient glaner dans ces récifs, mais en plus elles se retrouveront encore beaucoup plus exposées finalement à des épisodes de vagues importantes provenant du large. Donc effectivement, on a l'impression que ces écosystèmes sont uniquement décoratifs. Hein. Les récifs coralliens, c'est presque un tiers de la biodiversité marine qui réside dedans, donc ça fait des très beaux reportages télévisés ou des belles vacances de luxe, hein, pour ceux qui aiment la plongée sous-marine. Mais ça a plein d'autres rôles écologiques qu'on n'imagine pas et qui sont absolument fondamentaux. Hein. Il est évident qu'on ne veut pas protéger 300 millions de personnes avec des digues construites à la main à la place des récifs. Hein. Le coût n'est même pas envisageable pour aucune société humaine. Ouais, ça c'est un des sujets, c'est que sur tous ces sujets-là, on se rend compte que si on voulait faire artificiellement des ersatz qui nous rendraient les mêmes services que ce que fait gratuitement la nature, ça coûterait des sommes astronomiques. Tout à fait. Voilà, c'est budgétairement, c'est complètement inimaginable et c'est d'autant plus idiot que ces services, ils sont gratuits quand on gère correctement les écosystèmes. Hein. Et puis, il y a aussi des fois des services pour lesquels il n'y a pas de substitut. Hein. Voilà, faire une digue qui protège des milliers de kilomètres de côte, mais de toute façon c'est matériellement impossible. C'est même pas une question d'argent. Hein. Avoir des pollinisateurs qui sont capables de visiter quelques milliers de fleurs par jour et de faire quelques dizaines de kilomètres, oui, on peut faire des micro-robots, hein, mais est-ce qu'ils vont être capables, voilà, de visiter la corolle, de la repérer automatiquement, et puis surtout d'évoluer si jamais il y a un changement du vivant. Voilà, et puis quelles émissions de gaz à effet de serre, quels matériaux on va devoir mobiliser pour construire ces micro-robots, alors qu'on a déjà des organismes qui jouent ce rôle, hein, et qui sont parfaitement efficaces. Dernier sujet, et parce que c'est un sujet auquel on pense très peu, mais qui est présent dans les rapports de l'IPBES, c'est le rôle culturel. Les services écosystémiques rendent des services culturels. Est-ce que tu peux nous expliquer en
en quoi ça nous rend des services culturellement Oui, que, oui, parce que quand on dit ça, finalement, on a l'impression que c'est un peu anecdotique, hein. C'est le jardin, c'est la forêt urbaine, c'est des aspects religieux aussi qui peuvent être un peu tournés en dérision parce que ça semble un peu désuet, etc. Bon, en réalité, on se rend compte, comme on le disait tout à l'heure, que nous sommes des primates qui avons évolué dans un milieu naturel, et aujourd'hui, on est dans des milieux qui sont complètement, en tout cas, quand on est dans un milieu urbain, qui sont complètement vidés de leur contenu biologique, et on se rend compte que d'abord au plan psychologique, on le vit mal. Alors on peut ne pas s'en rendre compte, on peut être un peu l'exception qui confirme la règle et se trouver bien dans un environnement minéral et être un peu phobique de la biodiversité dans un environnement plus riche, mais néanmoins, statistiquement, on se rend compte qu'il y a des désordres psychologiques qui arrivent dans les populations humaines quand elles sont totalement privées de contact avec la nature. Ça, tu as des exemples de ça? Alors, il y a des exemples très simples, hein. Il y a des études épidémiologiques qui ont montré dans des systèmes urbains que la distance au plus proche parc urbain, en fait, détermine le nombre de dépressions nerveuses qu'on trouve dans la population. Alors, c'est pas le seul déterminant, évidemment, hein, mais c'est un facteur d'influence très fort, et des personnes qui sont un peu fragiles, qui ont une fragilité de ce point de vue-là, hein, la dépression nerveuse, c'est une maladie, eh ben, elles peuvent contracter cette maladie plus facilement, tout simplement par manque de contact avec l'environnement. Après, il y a d'autres éléments qui sont des éléments plus de confort, évidemment. Au plan psychologique, même si ça ne nous rend pas malade, l'absence de végétation, le fait au contraire d'y être, de voisiner avec une végétation, va nous rendre plus heureux, plus équilibrés, hein. Donc il y a des bénéfices qui sont peut-être pas visibles de manière considérable, matérielle, mais qui sont des bénéfices en termes de qualité de vie et d'harmonie et de relations entre les êtres humains. Et puis, évidemment, il y a des aspects aussi d'expérience personnelle, hein. Les psychologues montrent que, en fait, si on n'a aucune familiarité avec le vivant, tout ce que je viens d'expliquer, là, tout ce dont on vient de discuter, on a du mal à le comprendre. On a beaucoup plus de mal à comprendre ce dont on parle, là, si on n'a pas vu soi-même des abeilles, si on n'a pas vu soi-même des mouches, si on n'a pas vu soi-même des forêts. Évidemment, quand on vit dans une mégapole, aujourd'hui en France, il y a eu un exode urbain qui s'est produit depuis le début du XXe siècle. Il y a des grandes villes qui se sont construites. Il y a moins de familiarité avec le vivant chez des jeunes générations. C'est vrai également maintenant dans les pays du Sud, avec également un exode rural qui se produit. Donc on va se trouver confronté à une population humaine sur Terre, hormis bien sûr les peuples autochtones, les communautés locales ou les zones encore rurales, à des personnes qui ont perdu finalement culturellement la relation avec le vivant. C'est vrai même aussi pour des populations rurales, hein, des populations rurales qui se réclament d'une ruralité, d'un savoir-faire agricole, et finalement qui ont perdu finalement les valeurs traditionnelles de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents, parce que on leur a enseigné depuis les années 50 une agriculture mécanisée industrielle et le recours massif à des pesticides ou à des intrants. Voilà, donc on est vraiment dans une société où finalement cette absence d'expérience nous empêche de nous approprier culturellement des raisonnements qui sont de l'ordre du bon sens. Mais c'est très difficile de faire preuve de bon sens à propos de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, hein, si ce n'est à la télévision ou sur son téléphone. Et puis il y a un dernier bénéfice aussi également, c'est finalement le fait d'être capable d'aller de l'avant, hein, d'avoir que cette harmonie dont on parlait au contact avec la nature, cette harmonie, elle nous permet aussi finalement d'avoir suffisamment d'énergie, d'envie pour aller de l'avant. Parce que tout ce qu'on vient de dire en matière de solutions fondées sur la nature, hein, finalement, c'est-à-dire d'arriver à avoir des comportements qui sont bénéfiques pour les humains et le reste de la biodiversité, de faire de l'agroécologie, de végétaliser des villes, d'avoir une alimentation locale, circuit court, de saison, etc. Tout ça, on a envie de le faire si on est bien portant, si on est expérimenté, et si on est en contact avec quelque chose qui nous fait comprendre ces réalités. Et ça, c'est vraiment indispensable aujourd'hui. Et malheureusement, évidemment, c'est quelque chose qui se raréfie, puisqu'à partir du moment où on vit en ville, on a moins cette expérience. Et là aussi, il y a de très fortes inégalités sociales pour l'accès à cette expérience, évidemment, hein. Quand on est relativement fortuné, on peut se déplacer, on peut avoir des vacances dans le milieu naturel, on peut déplacer sa famille, ses enfants, etc. On peut expérimenter tout ça, hein.
pas forcément d'ailleurs de manière nécessairement très astucieuse, mais on peut le faire. Quand on a très peu de moyens, évidemment, on reste dans son milieu urbain et on reste pas dans un quartier, en règle générale, où il y a beaucoup de végétation, beaucoup de facilité. Philippe Grandcola, un grand merci, Merci. d'être venu au micro du Green Eater Club. Merci à toi. Et à bientôt.